Alors moi, je suis experte à la Commission européenne, experte indépendante, et j'ai notamment accès au code, par exemple, qui est développé pour tel logiciel, etc. En tout cas, on me donne, si je demande certains liens, on me les donne. Et notamment, j'ai eu donc le lien vers le code de la vérification d'âge qui va en fait avoir lieu donc en France sous la bannière France Identité. Donc il faut comprendre que ce blueprint, donc ce code template, si vous voulez, ce patron de code qu'on va décliner en français, qu'on va décliner en telle langue, etc., pour telle nation, c'est fait par une entreprise qui s'appelle T-Systems. T-Systems, c'est une filiale de Deutsche Telekom. Et devinez quoi? T-Systems a implémenté le pass sanitaire. Donc c'est la même entreprise. Et devinez quoi? Cette entreprise possède une succursale en Chine. Donc cette filiale de Deutsche Telekom, qui capte des financements publics, en fait, fait des logiciels pour faire des mesures coercitives. Et quand on regarde ce logiciel, on s'aperçoit que la vérification d'âge n'est qu'une fonctionnalité, et je dis bien qu'une fonctionnalité, à l'identité numérique, à l'e-wallet. Alors, la question qu'on peut se poser, une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout dit, mais ok, mais on fait quoi? Alors, avec Vincent Pavant, on a créé le 5 juillet l'Alliance pour la liberté numérique. Donc, l'Alliance pour la liberté numérique, c'est pas une énième association pour aller lutter, machin, etc. C'est que il faut comprendre qu'il y a une faille dans le système. D'abord, la faille, c'est que France Identité, d'abord, ça va s'appuyer sur deux choses. Votre IP, mais pas que. Ceux qui disent utiliser un VPN, ça suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous utilisez un navigateur, quand vous prenez un navigateur sur votre mobile, vous laissez ce qu'on appelle une empreinte numérique. Une empreinte numérique, c'est quoi? C'est la résolution de votre écran. C'est la fréquence de la carte son de votre portable. Tout ça, ça permet de créer une empreinte et finalement, n'importe quel site sait qui vous êtes. En réalité, ça marche comme ça. C'est vraiment du traquage, du matraquage. Donc, utiliser un VPN, ça suffit pas. Et puis derrière, il faut comprendre que les protocoles de cryptographie qui sont utilisés par ces VPN, que vous prenez NordVPN, ProtonVPN, la version freemium ou payante, que sais-je, ça s'appuie sur le protocole WireGuard. Le protocole WireGuard, c'est un protocole de chiffrement militaire. Certes, mais il est hyper connu. Et donc, si demain, il décide de dire, finalement, on va traquer, enfin, toutes les personnes qui utilisent les VPN, on va leur demander la vérification d'âge, et bien, en fait, malheureusement, on n'y arrivera pas. Donc, ce qu'il faut, c'est que derrière, il faut utiliser ce qu'on appelle de l'obfuscation. Ce qui est utilisé en Iran et en Chine, c'est de faire croire que, par exemple, vous n'êtes pas en train d'aller sur Internet, vous êtes en train de regarder Netflix. C'est ce qu'on appelle de l'obfuscation. Et il faut casser également le tracking par empreinte numérique. Donc, pour ça, on a mis en place une solution avec Vincent. Enfin, on a mis en place une solution qu'on a déployée au sein de l'Alliance pour la liberté numérique. C'est un VPN pour les mobiles basé sur de l'obfuscation qui est gratuit, associé à un navigateur, ce qu'on appelle donc anti-fingerprinting. C'est-à-dire que c'est vraiment le navigateur qui va vous permettre d'aller sur les réseaux sociaux. Et on ne pourra pas aller vous demander votre âge. Alors bien sûr, moi je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas comment après ils vont adapter les choses, etc. Mais sur le papier, ça fonctionne. Donc on va déployer ça au 1er septembre. Donc c'est l'application Delirium que vous pouvez aller voir donc sur liberténumérique.fr. Et cette application repose sur un mode solidaire. On a fait le choix de... Tu peux afficher le lien, Milou. Delirium. Liberté, oui. Ah oui, alors c'est liberténumérique.fr et vous avez un onglet pour aller sur l'application Delirium. Okay. C'est delirium.com. Et donc on a fait le choix de faire en fait un modèle en fait solidaire, c'est-à-dire que les gens
qui peuvent cofinancer l'infrastructure parce qu'on a plusieurs serveurs. Tous ces serveurs sont hébergés chez 1984 en Islande. Donc, on est en dehors de l'Union européenne. Et donc, à partir de là, toutes les personnes qui le peuvent, qui le souhaitent, peuvent en fait nous aider. Et cette application, elle est à disposition de tout le monde. Il n'y a pas de log, c'est-à-dire qu'on ne conserve pas qui va où, etc. Voilà, il n'y a pas de log. Et ce qu'on demande aux gens, bien sûr, c'est de créer un compte comme n'importe quel VPN, parce qu'on a besoin à un moment donné de s'authentifier sur la plateforme. Ça, moi, on ne sait pas faire autrement. Et c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait gratuit. Et alors après, il y a d'autres solutions pour les portables, les ordinateurs portables. C'est notamment Opera avec son VPN gratuit et son navigateur en fait embarque déjà une technologie anti-empreinte. Donc ça permet d'aller lutter contre l'empreinte numérique. Alors après, on va le dire très honnêtement, moi je ne sais pas si dans 6 mois, comment est-ce que les plateformes vont s'adapter pour lutter contre, on va dire, toutes ces solutions-là qui restent possibles. Il va falloir se montrer créatif. Il va falloir aussi inventer des espaces de résistance numérique. Et je pense que c'est pour ça que CrowdBunker a lancé une voie en 2020. Et je pense qu'il faut tous continuer à la porter. Et pourquoi pas aussi offrir d'autres initiatives dans d'autres domaines. Et donc voilà. Donc tous ceux qui peuvent nous aider sont les bienvenus. Et puis voilà. Je vais laisser Vincent compléter. Ouais, pour remercier Emmanuel d'abord de sa créativité, de son courage, parce que en réalité le travail qu'elle a fait sur cette application Delirium, en fait, qui permet effectivement d'assurer un anonymat et d'échapper donc à cette saloperie, je m'excuse de le dire ainsi, qui est le fait de devoir donner son identité numérique. C'est un travail colossal qu'elle fait effectivement de manière gracieuse, qu'elle offre en fait vraiment à la communauté. À tous ceux qui veulent justement résister. Elle offre les outils de résistance et si beaucoup de gens utilisent, imaginons que demain 2 millions d'utilisateurs en France téléchargent cette application sur leur smartphone, ça va poser un problème au pouvoir. Parce qu'en fait, il va dire mince, on n'a pas assez, voilà. Et si on arrive à, justement ce que disait Emmanuel, c'est très juste quand elle m'a proposé de créer donc, cette association de loi 1901 pour déployer et développer cette application, donc donner des bases légales justement pour pouvoir créer une structure derrière. J'ai dit oui tout de suite parce que je fais partie des gens qui connaissent tout le talent et vraiment toute la générosité d'Emmanuel. Et je sais qu'il faut vraiment être là dans ces moments-là. Et pas que à ce moment-là, parce qu'elle va parler de l'OMA et vous allez voir, l'OMA c'est pas triste non plus. Et effectivement, Emmanuel est capable justement, c'est quelque chose que j'aimerais saluer. Elle est capable de réunir autour d'elle des gens extrêmement compétents, qui connaissent vraiment leur métier, je dirais, et qui sont capables de les offrir généreusement au public. Ce qu'a très bien dit Emmanuel, c'est que elle aurait pu faire au fond une application payante. C'était pas très compliqué à mettre en place, mais elle a dit que c'était pas du tout dans sa philosophie, c'était pas du tout dans ce qu'elle voulait faire, parce qu'effectivement, il y a l'idée de devoir partager son savoir quelque part pour faire en sorte que les gens qui n'aient pas les moyens, que ce soit les moyens technologiques ou les moyens financiers justement de prendre un abonnement, eux-mêmes de pouvoir tout simplement se sentir rentrer dans la résistance. Et donc l'idée c'est non seulement bien sûr d'avoir cette application Delirium, mais également, et on a discuté hier et j'ai trouvé avec Emmanuel l'idée très intéressante, d'essayer de recréer une manière de penser, une communauté en fait autour de la protection de la vie privée, tout simplement, de la protection de l'anonymat. La vie privée, c'est pas juste un droit comme un autre, c'est ce qui nous protège de tous les totalitarismes, en fait. Le totalitarisme est toujours caractérisé, nous dit Hannah Arendt, par l'immixtion du public dans le privé. C'est en cela que les propos d'Aurore Berger, en fait, sont extrêmement caractéristiques, justement, d'une société totalitaire où on va venir rentrer chez vous. Et donc, une manière de rentrer chez vous, c'est d'être dans votre smartphone, c'est d'avoir votre identité, à la fin de pouvoir
traquer effectivement les sites sur lesquels vous êtes, de manière à collecter l'information sur vous et du coup de vous rendre parfaitement prévisible, je dirais, voire de savoir si par hasard vous ne tenez pas des propos complotistes à partir de sites complotistes, la fameuse notion d'ingérence intérieure. Et on voit très bien que justement tout finit par se recouper, l'ingérence intérieure. Pour lutter contre l'ingérence intérieure, il faut savoir qui va où, sur quel site. Du coup, voilà. Donc, je voudrais vraiment dire merci Emmanuel et bien faire prendre conscience de même Bravo. que Emmanuel a félicité Mathieu pour Crowdbunker. Félicitons Emmanuel pour Delirium. Moi, mon intuition, c'est que c'est le premier pas. Peut-être d'une belle aventure qui va permettre de structurer une communauté. Et encore une fois, ce qui était important dans la démarche d'Emmanuel, je crois, c'était l'état d'esprit dans lequel elle faisait. C'est-à-dire, ouvrons au maximum, donnons aux gens le sentiment justement de confiance dans certaines personnes qui ne cherchent pas à s'enrichir, qui ne cherchent pas à faire le buzz, qui ne cherchent pas... Emmanuel, vous savez, si elle travaillait dans la banque, dans la cybersécurité, elle gagnerait 10 fois, 20 fois, 30 fois son salaire qu'elle gagne à l'université. Vous voyez. Et donc, à l'université, elle n'a eu que des emmerdes depuis qu'effectivement, elle s'est engagée dans la défense des libertés, dans la défense de la vérité. Et donc là, c'est vraiment pour moi un exemple à suivre. Il y a hélas, y compris dans le milieu, récemment des informaticiens, des hackers plus ou moins éthiques, des gens qui hélas monnaient leur talent très très cher. À ma connaissance, Emmanuel, c'est vraiment quelqu'un qui a un talent absolument époustouflant et qu'il a toujours mis au service en fait des autres pour leur permettre tout simplement d'exercer leur liberté fondamentale. Donc merci Emmanuel et surtout n'hésitez pas à vous connecter donc sur le site Liberté numérique, donc pour pouvoir aider au financement. Et moi, j'ai effectivement l'intuition que... T'as mis le lien, Milou? Moi, je le remets, je l'ai mis. Ouais, je le remets. ouais. Ah, ok. Et le nom Delirium est super. Merci. C'est un petit clin d'œil justement à la folie que... C'est ça. C'est l'application qui vous fait en déliristant. Manuel, excuse-moi, c'est liberténumérique.fr. Ouais, liberténumérique.fr. Parce qu'il y a un point .com, c'est pas la même, je crois. Il y a c'est Delirium, alors avec 2 U, .com et liberténumérique.fr, c'est là en fait le site de l'association. Ouais. Ah, ok, d'accord. Voilà. Association le 1901, bien sûr, sans bénéfice, sans effectivement... Et je voudrais revenir sur les propos de Vincent. D'abord, merci Vincent, merci beaucoup, ça me touche énormément et ça me va droit au cœur. Ce que j'ai fait part à Vincent hier, c'est que moi j'ai connu l'underground. Alors l'underground, vous savez, c'est l'équivalent un peu du darknet, mais version, on va dire 2000-2005, où on jouait, où voilà, il y avait les hackers, les chapeaux noirs, les chapeaux gris, les chapeaux blancs. C'était des groupes de hackers avec des sensibilités différentes. On avait des modems 256K. Et en fait, ces groupes de hackers se retrouvaient dans ce qu'on appelle l'underground. C'était des salons, en fait, IRC, donc où on discutait, etc. Et les chapeaux noirs disaient une chose, c'est que, en fait, demain, toutes ces institutions qui possèdent les données, etc., iront forcément vers une surveillance de masse. Mais qui plus est, elles seront incapables de protéger ces données. Et ce qu'on voit 20 ans plus tard, alors ils ont été beaucoup décriés, il y a eu une véritable chasse à la sorcière, hein, et il y a eu beaucoup de chapeaux blancs qui ont finalement, vous savez, voilà, des collabos du système où il y a eu des arrestations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées notamment de 2005 à 2008. Et ça a été la fin, en fait, de l'underground à ce moment-là. Mais pour autant, il y avait une armée de soldats numériques qui luttaient ensemble. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors, à l'ère des réseaux sociaux, on a plein de choses avec nous, mais pour autant, finalement, il y a beaucoup d'individualisme. Et moi, ce que j'aimerais recréer à travers cette alliance, c'est un peu ce projet fou. Et je l'avoue, c'est peut-être que, voilà, et certains, finalement, chapeaux blancs qui vendent des webinaires, vous savez, à 5000 balles, voilà, etc., voient ça d'un très mauvais œil, c'est de reformer une armée de soldats numériques, de reformer cet underground des années 2000, où finalement, on trouvait des moyens d'action, des moyens, finalement, d'embêter ce pouvoir. Parce que je pense qu'il faut aller le chercher, il faut le titiller, il faut aller lutter contre lui. En fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que ce qu'il faut comprendre, les techniques que le gouvernement utilise pour déstabiliser la population, c'est qu'en général, quand il y a des idées comme toi qui émergent et qui prennent de l'ampleur, ils vont essayer de refaire la même chose
mais en faisant croire que c'est des personnes qui viennent aussi de l'underground. Oui. On le voit, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a parlé de quelqu'un qui essaye de faire un peu comme Étienne Chouard. Et qui vient. Alors, on en parlera. Si la personne qui m'en a parlé m'écoute ce soir, on en parlera ensemble dans une prochaine émission. Mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place, qui viennent d'en bas, et le gouvernement essaye de récupérer pour canaliser la colère de la population ou l'organisation de la population pour les amener toujours dans leur sens. Mais je pense que ce qui nous manque peut-être, vous savez, c'est des espaces dans lesquels on est capable de se retrouver en dehors des réseaux sociaux pour pouvoir lutter collectivement ensemble. Et je pense que c'est ça à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que je pense que cette loi, c'est aussi c'est un fabuleux moment pour se montrer créatif. Parce que il y a un truc qu'ils peuvent pas nous enlever, c'est notre créativité, c'est notre envie de résister. Voilà. En parlant de ça, de lieux physiques, le festival, ça en était un. Et tous les mois, les cafés Nexus que Romain organise, dans lesquels les gens se réunissent en personne. D'ailleurs, c'est quand le prochain ? Le 1er août. Ah, d'accord. Parce qu'effectivement, il y a les cafés pendant le mois d'août. Et j'annonce, puisqu'on a rencontré Romain avec Louis Fouché, qu'on va les ouvrir à Marseille. Voilà. Ah, c'est top. Ouais, bravo. Ah, excellent ça. Bravo. On a une question pour... J'annonce que je vais relancer le Minitel. 36 On a une question de PG pour Emmanuel et Vincent. Alors, on vous demande... Oh là là, attendez, j'ai un petit problème. Ah, c'est bon. Que pense Vincent et Emmanuel de Praxis, la plateforme de François Boulot ? C'est pas PSG, c'est PG. Ouais, PG, pardon. Tu vois du PSG partout, toi. Je la connais pas. Alors François Boulot, je crois que c'est un avocat qui était en tout cas un ancien avocat qui était gilet jaune, il me semble. Je connais pas. Ah oui, je François crois. Boulot. Je crois que c'est lui. Je pense que c'est quelqu'un de très sincère. Après, je connais pas, donc j'ai pas d'avis. Je vais pas dire n'importe quoi en fait. J'ai commencé à regarder un petit peu sa chaîne. Je la trouve très pertinente, intéressante et en écho avec les travaux sur lesquels nous sommes actuellement. Je pense que même rentrer en contact avec lui et s'intéresser à ce qu'il fait et voir un possible partenariat serait efficace pour le projet que nous avons en commun. Et la Quadrature du Net, est-ce qu'ils font beaucoup ou pas ? Alors la Quadrature du Net, il faut comprendre, c'est une association qui est plutôt axée en fait sur les recours juridiques en réalité. Et ils ont eu notamment un recours durant le pass sanitaire, mais là, pour autant en fait, alors moi je trouve ça, je la trouve très bien comme association, il n'y a pas de problème, mais pour autant ils se sont pas indignés. Vous savez, quand les milliers de soignants ont été suspendus. Et la stratégie qu'ils ont prise, c'est de dire simplement, voilà, au lieu de s'appuyer sur des arguments scientifiques, sur des faits, etc., ils ont fait le choix de dire, on va utiliser un argument juridique devant le Conseil d'État, et ils se sont fait manger, ils se sont fait défoncer. Voilà. Donc là, ils ont porté plainte. Je sais qu'il y a un recours juridique qui va être ouvert donc contre la loi Miller, le décret, qui va être publié au journal officiel, avec l'Alliance pour la liberté numérique. Donc si notre but, c'est aussi de faire en tout cas un recours avec une stratégie qu'on n'a peut-être pas assez mise en œuvre durant le pass sanitaire, c'est de dire, puisque le gouvernement dit qu'il veut protéger les enfants et il dit que c'est efficace, il va falloir qu'il le prouve. Et il va falloir qu'il prouve l'efficacité de la mesure. Et s'il ne veut pas la prouver, dans ces cas-là, on demandera à un juge qui soit condamné à la produire. Parce que les retours d'expérience, notamment qui ont été faits en Australie, montrent que cette mesure ne sert à rien en réalité. Ça sert à rien, sauf à apprendre à des gamins de 15 ans, à des gamins de 12 ans, voilà, de contourner, en fait, d'utiliser d'autres types de serveurs, etc. Et parfois même, ça peut être encore dévastateur. Ça peut être encore plus dévastateur. C'est qu'ils peuvent se retrouver même confrontés à devoir aller sur certains sites pour aller contourner la censure. Et certains sites, en fait, ces sites ce sont des pièges en réalité. Il y a un risque qu'ils accèdent au dark web, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et là, en fait, le dark web, il faut comprendre que le dark web, c'est la pédocriminalité, la vente d'armes, la vente de drogue, etc. Là, on n'est plus simplement dans
j'embête la copine de ma classe sur Facebook parce que je l'aime pas ou je la trouve pas belle. Non, c'est vraiment, on atteint un niveau stratosphérique. Et si on veut protéger les enfants, c'est pas comme ça. Moi, je vais vous dire, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un fils, il a 12 ans, je lui achète un téléphone portable pour partir en voyage scolaire. Je suis pas portable pour les gamins, mais sauf que là, voilà, je voulais pas qu'il soit sans portable. Je lui achète un portable et puis je lui mets le contrôle parental. Et puis mon gamin part en voyage scolaire, il revient et puis il n'y a plus de contrôle parental. Je lui dis mais t'as fait comment Thomas? Il me dit c'est facile, j'ai regardé une vidéo et en 2-3 clics, je l'ai supprimé. Donc, si on voulait vraiment protéger les enfants, on ferait des applications de contrôle parental qui soient réellement efficaces. Et ça, on ne l'a jamais fait. On est capable de donner des millions d'euros à des filiales de Deutsche Telekom pour aller développer des applications en tout cas qui nuisent aux libertés fondamentales, mais on n'est pas foutu. On n'est pas foutu, soi-disant, en Europe, de créer une application de contrôle parental digne de ce nom. Ouais. En fait, voilà, c'est une arnaque intellectuelle et tout. Alors, on va pas se mentir. En fait, ils en ont rien à faire des gamins. C'est pas les gamins qui veulent. Ce qu'ils veulent, c'est les opinions des gens. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir censurer, bâillonner ceux qui pensent pas comme eux en réalité. Bah oui. Voilà. Et comme il y a les élections qui approchent l'année prochaine, c'est pour ça qu'ils se préparent pour contrôler tous les gens qui pourraient s'opposer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme eux. Ben oui, mais moi, c'est pour ça, moi je pense qu'au lieu de faire des manifs place de la République, tu vois, il faudrait en fait organiser des blocages de la cantine du Sénat et de l'Assemblée nationale. Gérard Larcher ne sera pas content. Ben oui, mais comme ça, peut-être qu'il fera attention à ce qu'il vote. Hein. Donc je lance un appel pour ceux qui veulent faire des blocages de la cantine et des livraisons de nourriture au Sénat et à l'Assemblée nationale. On s'organise pour septembre, ok ? 2 choses, Emmanuel. La première, est-ce qu'on peut avoir l'adresse du délire Alors, c'est Delirium, délire. Comment tu l'écris alors ? Délire, ouais. Sans E, ok. Yum, 2UM.com. Ok. Et la deuxième chose, pardon, on voulait savoir ton avis sur, excuse-moi, Lazare, sur la facturation électronique. En fait, ça rejoint tout à fait la vérification d'âge. C'est-à-dire que là, au lieu de vérifier votre âge, au lieu d'aller mettre votre carte d'identité, vous allez donner finalement ce que vous touchez, l'adresse de vos clients, etc. Donc, effectivement, ça correspond encore à du matraquage, à du flicage. Sauf que là, en fait, on est... vous savez, on a déjà Tracfin. Tracfin, c'est en fait une plateforme utilisée par les impôts pour aller traquer en fait tous les virements bancaires, etc. Toutes les opérations bancaires. Donc Tracfin, on sait que Tracfin a mis en place un système basé intelligence artificielle. Donc, ils savent, en fait, qui touche quoi et où. Et puis surtout, en fait, même si vous n'avez pas votre compte, par exemple, vous avez votre compte sur une banque en ligne, etc., situé même hors Europe, ils sont capables de récupérer ça parce qu'ils ont le cadre, en fait, législatif pour le faire. Donc, il y a déjà ça. Donc, on ne peut pas nous dire, oui, c'est pour aller lutter contre le blanchiment, contre le narcotrafic, contre ceci, contre cela. C'est pas vrai, en réalité. Ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est récupérer les clients des gens. Alors, lutter contre ça, c'est compliqué parce que là, pour le coup, ça touche directement à l'administration fiscale, ça touche à l'URSSAF et moi, je vois pas bien, en fait, à part à un moment donné se délocaliser en dehors de l'Union européenne. Je vois pas, en fait, clairement. Mais de toute façon, à chaque fois, on est pris au piège. Et là, en fait, typiquement, ils sont en train de prendre au piège et notamment les auto-entrepreneurs, les petits patrons. Et donc voilà, c'est insupportable en réalité. C'est la Macronie. On va apprendre à contourner ça. Il va y avoir de plus en plus de paiements sous la table. Manteau. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Il ne faut plus faire de facture. Voilà, il faut taper dans la main et puis terminer, quoi. Est-ce